Très juste, oui. On va continuer avec vous, Didier Pitlet, à tirer le fil de cette nouvelle entreprise. On est parti de cette idée que les contours de l'entreprise étaient de plus en plus flous, que les rapports entre le salarié et l'entreprise allaient être de plus en plus individualisés. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça a un sens encore, la culture d'entreprise, dans ce modèle organisationnel-là? Je pense même que c'est le grand défi à reconquérir. Parce que l'état dans lequel se trouve l'entreprise, alors plus les grandes entreprises que les TPE, bien évidemment, c'est un modèle de déshumanisation. Depuis une vingtaine d'années, on a fait beaucoup de communication sur la chose humaine, on a inventé beaucoup de modèles de management. Moi, je constate, je fais à peu près avec mes équipes 150 tables rondes, 200 tables rondes par an, dans le monde entier, avec des salariés aussi bien en usine que des cadres et autres. Et la question récurrente, c'est on ne sait plus à quoi on sert. La perte de sens. La perte de sens, mais ramener à l'individu. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui n'est plus un rythme humain, qui est celui évidemment des marchés financiers, d'une logique de productivité, ce qui en soi est évidemment utile et nécessaire, mais pour autant, l'entreprise ne se donne plus à vivre comme une aventure collective et une aventure humaine. Résultat des courses, que l'individu soit cadre ou non cadre, il a besoin de repères. Et aujourd'hui, avec les nouvelles générations, les aliens, que moi j'ai baptisé depuis des années, les mutants, parce qu'effectivement, les Z qui sont nés après 1994 ne sont plus du tout des êtres humains comme vous et moi. Ils sont nés dans un monde dans lequel nous avons à nous adapter, eux ils le créent en permanence. Ils ont créé un univers avec des repères fondés sur des vraies valeurs fortes. Et ce qui est terrible, c'est que cette jeune génération, quand on l'interroge, elle a une image extrêmement caricaturale de l'entreprise. Toutes les études démontrent, quand on leur dit c'est quoi l'entreprise, c'est un monde fermé, dur, stressant. Ils n'y sont pas encore. Ils ont déjà ces a priori. Oui, mais on voit bien qu'ils n'ont pas envie de jouer ce jeu de l'aventure collective. Tous les patrons vous le disent, ils sont égoïstes. Alors, je me permets de vous interrompre parce que si les patrons qui vous disent ça sont des patrons qui ne vivent pas au milieu de leurs troupes. Tous les jeunes que je rencontre ont envie de vivre des aventures. L'exemple, les start-up, où ils sont capables de bosser 70 heures par semaine, parce qu'ils s'éclatent. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les modèles qu'on leur donne, version grande entreprise, ça ne les éclate pas. Et de fait, pourquoi? Parce que les entreprises ont perdu l'habitude de raconter de belles histoires. Elles ont plongé dans la com. Donc évidemment, toutes les boîtes communiquent de la même manière, utilisent les mêmes formules, les mêmes slogans, mais personne n'y croit. Parce qu'à l'intérieur, avec le pouvoir de l'index, le digital, je peux avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans ou plus, je sais tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je peux challenger la parole corporate par le vécu des salariés. Et évidemment, ça rééquilibre le rapport de force entre l'entreprise et l'individu. Le vécu des salariés, c'est pas brillant, hein. Vous citez des enquêtes européennes, il n'y a que 10% des salariés qui sont heureux le matin d'aller travailler. Alors, évidemment, il faut nuancer d'un pays à l'autre, c'est clair, mais aujourd'hui, on a, moi avec le recul, ça fait à peu près 30 ans que j'accompagne les entreprises, c'est vrai que j'ai jamais vu autant de mal-être qu'aujourd'hui dans les boîtes. Alors ça se caractérise par le stress, le burn-out, etc. Mais la raison principale, c'est encore une fois celle du sens et donc de la culture. Vous rejetez totalement ce modèle de gestion de l'entreprise par l'ultra-compétition. Hein, vous citez le cas d'Enron avec les pratiques traumatisantes en matière de RH. En revanche, vous parlez d'ambiance friendly assez bureau. Mais est-ce que c'est pas un luxe qu'on peut se permettre quand l'entreprise va bien, mais que après il faut quand même faire tourner la boutique, quoi? Non, parce que en France, mais partout dans le monde, mais en France particulièrement, il y a une majorité d'entreprises où ça se passe bien, où les gens sont heureux, où les gens sont fiers de leur maillot. La seule chose, c'est qu'on n'en parle pas. Et faute à ces entreprises aussi qui sont très discrètes. Hein, ça c'est clair. Je suis ravi que vous ayez parlé d'Annesgen parce que Schmidt Group, c'est un exemple où la culture est viscérale, où la culture de l'audace est génétique réellement, et où la culture est incarnée par la petite fille du fondateur, bien évidemment, mais elle est incarnée aussi par le modèle de management. Et quand vous allez en Alsace, dans les usines, sur le terrain, etc., les gens, ils sont fiers d'être ambassadeurs de leur entreprise, ils sont fiers de vanter la stratégie de leur entreprise, mais pourquoi? Parce que l'entreprise raconte une histoire. Et elle est fière de sa culture et de son identité. Toutes les grandes entreprises racontent des histoires. Danone raconte une histoire. Saint-Gobain raconte une histoire. Oui.
Après, il y a la nature même de l'histoire et le relais managérial de cette histoire. Alors, vous insistez sur un point, moi, que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, je ne connaissais pas cet expert. Je vais me planter dans son nom parce qu'il est imprononçable. C'est Mihail Csikszentmihalyi. Oui. Et il dit une activité devient plaisante si elle n'est à la fois ni trop ardue, ni trop facile. Et c'est là que vous générez le bon flux de travail, la fluidité, en fait, dans l'entreprise. Bien sûr. La fluidité qui renvoie à la notion de sens, qui renvoie à la notion essentielle qu'on a perdue, c'est l'utilité de l'individu dans le collectif. Et cette notion d'utilité est extrêmement forte. Vous faisiez allusion aux entreprises qui racontent des belles histoires. Bien sûr, mais sont-elles incarnées, ces histoires? Le nombre de grandes entreprises, où quand on va sur le terrain, où les salariés de base ne connaissent même pas le nom du président, c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Alors, vous parlez aussi de tout, il y a pas mal de boîtes qui sont conscientes de tout ça. Alors, on essaie de trouver des martingales, les gourous. Alors, vous n'êtes pas l'ami des gourous, par exemple. Hein. Vous dites toutes les nouvelles idées qu'on nous vend sur le management, etc. Tout ça, c'est un peu du vent, quoi. Ben, c'est quoi les dernières idées à la mode, d'ailleurs, là, vous en citez quelques-unes. J'en cite un qui est vraiment formidable. Le management collaboratif. Personne ne peut aller contre cela. Ouais. Si c'est pas superficiel. Les modes, quelles qu'elles soient, elles sont détestables si elles ne sont pas concrètes. Or, aujourd'hui, en termes de management, comme on ne sait pas combler le vide du sens, on calque des modes. C'est bien le problème. Je prends un exemple. Tout le monde est conscient des tensions, de stress, etc. qu'il y a dans les grandes organisations. Tout le monde. Lié à la gestion matricielle, lié au culte de l'exécution, différents process, qu'importe, je ne rentre pas dans le détail. Qu'est-ce qu'on invente? Le bonheur au travail. Vous avez maintenant des spécialistes du bonheur au travail. Ouais. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles. Et quand nous, on fait des tables rondes, on nous dit, mais ils nous prennent pour des imbéciles pour pas dire autre chose. Donc, il faut du crédit dans les modes. Et les modes, elles sont pas là pour supplanter la culture, elles sont là, le cas échéant, pour régénérer, pour nourrir la culture. Même chose, vous n'êtes pas l'ami des classements, hein, les best place to work, etc. Vous dites c'est du gadget, quoi. Bah, c'est-à-dire que je connais que trop certains qui trustent les premières places et qui sont pas forcément aussi exemplaires que le classement le semble dire. Bon, maintenant, l'essentiel, c'est pas tant ça. Parce que pour revenir avec la révolution digitale, ce qui est formidable, c'est que le meilleur classement demain, ça va pas être Pierre-Paul Jacques, ça va être Glassdoor. Les sites où les salariés vont s'exprimer eux-mêmes sur ce qu'ils vivent dans l'entreprise, en bien ou en pas bien. La révolution digitale a de cela de positive, c'est que demain l'entreprise elle va être comptable de ses actes par le vécu de ses salariés. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que vous dites la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle pour ces nouvelles générations, elle n'a pas du tout le même sens que pour la génération des salariés actuels. Et bien sûr, il y a plein de mots que nous, seniors, utilisons en parlant de cette génération qui n'ont pas de sens. Le digital. Dites digital à un jeune de 15 à 20 ans, il ne comprend pas. Email, il ne comprend pas. Le digital, c'est l'air qui respire. Il a fabriqué un langage, il a fabriqué des us et coutumes, il a inventé des slashers sur le plan professionnel, etc. Donc, ça n'a pas de sens. L'équilibre vie perso-professionnelle, depuis 25 ans, post-loi Aubry, on nous dit, voilà, il faut faire le clivage, donc on oppose. Et les jeunes, eux, ils trimballent leur vie perso au bureau, ils trimballent leur bureau chez eux. Et c'est normal. Alors, cette culture d'entreprise, ça fait embaucher, ça fait vendre. Il y a des gens qui viennent chez vous pour ça et ça vous fait vendre plus. Bien sûr. Mathieu Ricard a une très belle phrase. Il dit on vient dans une entreprise pour un job, on y reste pour sa culture. Et Ipsos avait sorti un chiffre formidable. 70% des consommateurs 25-49 ans déclarent que l'intérêt porté à ces entreprises par l'entreprise, à ses salariés par l'entreprise, va de plus en plus conditionner l'acte d'achat de ses produits ou de ses services. Sur McDo, les chiffres sont incroyables. Ah oui, oui. 25%. C'est ce que Hubert Mongon, l'ancien DRH, exprimait. La réputation employeur pesait 25% du chiffre d'affaires. Alors, pour terminer, comment est-ce que vous dessinez les contours du nouveau vivre ensemble dans l'entreprise, à grands traits? À grands traits, déjà, il y a urgence à refonder la légitimité morale des comités de direction. Ouais. C'est-à-dire que la chose humaine... J'ai envie de vous dire, au quotidien, comment on fait, quoi. Parce que ça, c'est... Ok, on voit où vous voulez nous emmener. Mais ce qui compte, c'est comment on fait. Plus de rites, parce qu'aujourd'hui les boîtes n'ont plus de rites, elles ont des process, plus de rites de vie, plus de partage, plus retrouver l'esprit fête, collaboratif. Encore une fois, l'entreprise c'est un collectif, donc fêtons ensemble les succès, partageons. On n'a plus le droit de boire dans les entreprises. Oui, mais on peut avoir du champomis. Mais vous voyez, c'est ça, le vivre ensemble, c'est pas un gadget, c'est une posture managériale et surtout, c'est savoir écouter les gens.
Ouais. Écoutez il n'y a les pas de gens. truc en fait, il n'y a pas de... Il n'y a que du bon sens. Il n'y a pas de règles à appliquer. Il n'y a que du bon sens. Si on veut avoir une culture forte et reconnue comme telle sur le plan humain, il faut commencer par aimer les humains dont on a charge. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Alain Bloch. Merci, Didier Pitlet. À bientôt. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.